Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchard. On le sait, on a beaucoup tardé à vous produire un nouvel épisode. Malheureusement, les circonstances ont ainsi fait. Et aujourd'hui encore, c'est un épisode un peu spécial puisque je serai en solo. William est absent. C'est donc Marc Bouchard qui va vous présenter toutes sortes d'actualités différentes, notamment l'essai de la Toyota Corolla GR, l'essai de la Mazda CX-50 hybride. Il sera question aussi de la Polestar 3, du 35e anniversaire de Lexus au Canada et de la Honda Zero. Tout ça et bien plus encore dans votre émission Gotchard. Oui, comme vous le voyez, c'est un épisode un peu particulier. William est en retenue, c'est un peu difficile pour lui de se libérer, mais faites-vous-en pas, il va être de retour et on devrait vous faire un épisode supplémentaire la semaine prochaine, ce qui va rendre les choses un peu plus faciles et un peu plus équilibrées. En attendant, ben, je vais me contenter de vous faire un épisode peut-être un peu raccourci, parce que bien sûr, quand on est seul, c'est un peu différent, mais je vais quand même vous parler des essais récents que j'ai faits, dont un que je ne pouvais pas ne pas parler parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et c'est celui de la Toyota Corolla GR. On en a déjà parlé il y a de cela fort, fort longtemps. J'étais allé assister au lancement et j'avais eu l'occasion d'essayer le véhicule un petit peu sur la route, beaucoup sur la piste, et je m'étais amusé comme un fou. Or, cette fois, c'est vraiment sur la route que je l'ai faite et c'est un véhicule que j'ai eu l'opportunité d'essayer au moment où on était en pleine tempête de neige. Bien sûr, il y a quelques petites modifications qui ont été faites depuis à la voiture. La plus importante, c'est que pour cette année, elle est disponible avec une transmission automatique. Alors, vous allez me dire, c'est un peu un péché. La Toyota Corolla GR, on le sait, c'est la voiture sportive par excellence. Pourquoi avoir une voiture automatique? Ben, honnêtement, j'ai pas été déçu de cet élément-là, vraiment pas. Je me suis quand même amusé. Bien sûr, il y a des palettes au volant qui permettent de contrôler tout ça, mais surtout, j'ai trouvé que la façon dont la transmission répondait était et transmettait sa vitesse aux 4 roues, parce que je rappelle que c'est une intégrale dans le cas de Corolla, ben c'est vraiment tout à fait efficace et pas du tout négligeable, au contraire. Bien sûr, on n'a pas le contrôle d'une voiture manuelle, mais on a quand même une certaine dose de plaisir. Et je vous rappelle que c'est d'abord la raison d'être de la Toyota Corolla GR que cette dose de plaisir, puisque c'est un petit moteur 3 cylindres, 1,6 litres, qui développe 300 chevaux, 295 pieds de couple. Bien sûr, vous aurez compris que c'est une version turbo. Euh, c'est un véhicule qui est assez léger. On a augmenté la rigidité de l'ensemble en mettant des barres anti-roulis plus résistantes. Euh, c'est quand même un véhicule qui, sur la route, est agréable, mais c'est surtout le fait qu'il est capable de se comporter comme un véritable petit go-kart. Je l'admets en toute honnêteté, j'ai peut-être un petit peu exagéré les glissades parce que on était, quand j'en ai fait l'essai, c'est dans la période, je vous rappelle, où on a eu comme 70 centimètres de neige en à peine 72 heures. Euh, Évidemment, il y a eu des accumulations un peu partout et au moment de la tempête elle-même, il n'y avait pas beaucoup de circulation en ville. Moi, j'ai pu aller me promener et j'ai testé la voiture et j'ai apprécié aussi qu'elle a fait un vrai à main véritablement à main et non un truc électrique. Donc, ça m'a vraiment permis de tirer le maximum de la conduite de ce petit véhicule-là, qui est vraiment spectaculaire. Elle est un peu dispendieuse, on va le dire. Là. La version que j'avais est à peu près 60 000 59 000 et des poussières. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sous, mais pour une voiture agréable, amusante, il faut savoir que bon, le reste, ça demeure une Corolla avec ce qu'on peut avoir au niveau là, de l'insonorisation, du confort des sièges, même si les sièges sont beaucoup plus sportifs, système d'infodivertissement, tout ça, c'est bien pensé, mais c'est vraiment la conduite qui se fait du bout des doigts. Je me suis vraiment beaucoup amusé à le faire. Est-ce que je recommande cette voiture-là? Sans aucun doute, je le fais parce que moi, j'ai aimé, je répète, la différence avec notamment la boîte automatique. Bien sûr, les suspensions sont très fermes. Bien sûr, c'est pas une super finition non plus. On est véritablement dans un véhicule qui est fait pour être piloté,
qui est fait pour être dirigé d'une main là, sportive. C'est clair, c'est fait pour ça. Et c'est vraiment l'idée, ce qu'on voulait. On vous l'a dit, il y a eu des petits changements, là, mais il y a toujours, si vous le désirez, une boîte manuelle qui est disponible. Ça, il n'y a aucun souci là-dedans. On a amélioré un peu depuis le temps le couple. On est rendu à 295 livres, donc 22 livres pieds de plus qu'au moment du lancement où on vous en avait parlé. On a aussi ajouté des ressorts au niveau des suspensions pour les rendre plus réactives. C'est pas significatif à moins d'être sur une piste, probablement, ce qui n'était pas mon cas. Mais je vous le dis, j'ai aimé cette voiture-là. On peut la placer en mode manuel. On peut choisir aussi le mode de conduite parce qu'il y a un mode normal, il y a un mode gravel et il y a un mode track, un mode piste. Donc, ça vous permet donc de vous amuser. Mais évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a vraiment des modes qui sont extrêmes, qui sont conçus pour la piste, mode expert entre autres, qu'il ne faut pas utiliser sur la route parce que c'est vraiment, vraiment trop difficile à maîtriser. Est-ce que j'ai aimé ça? J'ai adoré ça. Est-ce que je recommencerais n'importe quand? C'est un essai que vraiment je n'ai pas regretté et que je continue d'apprécier. Dans les essais peut-être un peu plus tranquilles que j'ai effectués, il y a le Mazda CX-50 hybride. Je ne vous en parlerai pas très longtemps parce que vous vous rappelez qu'on en avait parlé, William et moi. On était allés faire l'essai dans la région de Montréal et on s'était donné comme mission de trouver des trucs un peu différents. Là. On a commencé avec l'Orange Julep et autrement. Cette fois, bien sûr, je l'ai eu pendant plusieurs jours. L'idée, c'était de voir si effectivement la consommation de l'hybride était bonne, parce que je le rappelle, le CX-50, c'est quand même un VUS intermédiaire que l'on connaît bien, que moi j'aime beaucoup, j'aime son format. Je sais que les gens préfèrent le CX-5, mais je trouve que le CX-50 a une allure peut-être un peu plus aventurière. C'est ce qu'on a voulu faire du côté de chez Mazda, donc c'est assez bien réussi. Dans ce cas-ci, on a gardé en fait la coquille de Mazda, on a gardé l'habitacle de Mazda, l'infodivertissement, tout ce qui va avec, c'est du Mazda pur et dur, mais on a utilisé la mécanique de Toyota, celle que le RAV4 utilise notamment au niveau de l'hybridation, donc un 4 cylindres 2.5 de 176 chevaux, qui est très efficace, hein? Mais il est jumelé à une CVT. Vous savez que moi, ceux qui nous écoutent régulièrement savent que moi, les CVT, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, c'est pas la transmission que je préfère. Rouage intégral comme il se doit, peut-être un peu moins réactif que sur une version à essence, mais quand même un rouage intégral qui est très, très efficace, qui va très bien, qui fait tout à fait le travail, parce qu'on n'est pas dans un véhicule qui est conçu pour être, je dirais, extrême, là, pas du tout. Même si oui, c'est un VUS, même si oui, il y a des capacités, c'est pas fait pour vous amener en haut de l'Himalaya. C'est un véhicule qui, au contraire, va être plutôt, je vous dirais, calme dans son approche, qui est d'abord un VUS urbain. D'ailleurs, c'est en ville qu'il est le plus économique, avec une consommation annoncée par Mazda de 6,1 litres au 100, 6,2 en combiné. Je vous dirais que j'ai fait un peu plus que ça, mais j'étais dans une zone hivernale, il a fait plus froid. Bien sûr, j'ai fait de l'autoroute aussi avec, donc c'est certain que c'est un peu différent. En fait, mon seul reproche à l'égard de ce véhicule-là, c'est plutôt, je vous dirais, la transition entre l'hybridation et la non-hybridation. On ne parle pas ici d'un hybride branchable, là. Vous n'avez pas branché le véhicule, vous n'avez aucune autonomie électrique. On parle véritablement d'un simple véhicule hybride traditionnel avec tout ce que ça implique. Mais on dirait que le mariage entre les deux n'est pas souple. On a toujours l'impression qu'on le ressent chaque fois. J'en ai discuté avec un collègue à moi, Jacques Bienvenu, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste et qui possède lui-même le CX-50 hybride et qui en possède un non hybride. Et pour lui, le gros défaut, c'est effectivement ça, l'espèce de moteur qui est un peu grogneux et dont on ressent un peu la transition quand on alterne entre l'électrique et le non électrique ou l'appui électrique et le non appui. Donc, ça, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus dérangeant. En revanche, c'est vraiment parce qu'on cherche les bébites. Parce que pour le reste, on est dans un VUS, on l'a déjà dit, du côté de chez Mazda, dont la qualité de finition est sans équivoque. C'est un véhicule qui est vraiment bien pensé, qui est spacieux, un véhicule dont les sièges sont confortables, rouage intégral, mode remorquage. Bref, on est vraiment dans un véhicule qui est assez complet. Euh, donc, c'est un véhicule qui est capable de remorquer 1500 livres. C'est pas excessif, mais c'est quand même largement suffisant.
qui a un coffre qui peut aller jusqu'à 1595 litres si vous abaissez toutes les banquettes. Donc, on a vraiment un véhicule qui est assez spacieux, assez grand, des bonnes suspensions, qui a une conduite quand même agréable, pas ultra sportif, mais un peu, je vous dirais, on n'a pas perdu de vue non plus la conduite qui est traditionnelle chez Mazda. Donc, c'est pas désagréable, pas du tout. Pas si dispendieux non plus quand même. C'est pas donné, on s'entend là. Mais vous pouvez avoir une version hybride qui commence aux alentours de 43 000 peut-être un peu plus. Bien sûr, si vous allez chercher les versions les plus équipées, c'est plus aux alentours de 51 000 mais là, vous êtes vraiment dans la qualité de finition extrême et la totalité des équipements, incluant tous les systèmes de sécurité. Donc, est-ce que le Mazda CX-50 vaut la peine? Écoutez, ça vaut la peine si vous faites beaucoup de villes, si vous appréciez ce genre de véhicule-là en ville. Si vous aimez mieux la conduite et que vous voulez un VUS, j'aime beaucoup le CX-50, mais honnêtement, je n'opterais pas nécessairement pour la motorisation hybride. J'irais plutôt vers le GT Turbo, qui est définitivement plus agréable, plus puissant aussi, même si l'hybride parle de 219 chevaux, on n'a pas l'impression de ressentir toute cette puissance-là, bien au contraire. Je trouve que parfois c'est un peu amorti par la motorisation hybride, alors que si vous allez chercher la version turbo, bien sûr, avec de l'essence suprême, vous avez plus de 250 chevaux, et là, ben, ça déménage un peu plus, et on le sent. Donc, pour moi, ma recommandation, à moins que vous ne soyez un véritable usager urbain, peut-être de vous contenter de la version turbo, qui sera définitivement plus agréable. Troisième essai, parce que oui, j'en profite pour faire un peu de rattrapage. Je vous l'ai dit, ça fait un mois quand même qu'on ne vous a pas offert d'épisode et j'aimerais ça vous en parler un peu. Donc, troisième essai, un essai que j'attendais, c'est celui de la Polestar 3. Polestar, c'est une drôle de compagnie. Polestar, c'est une compagnie qui a été créée par Volvo il y a déjà quelques années maintenant. On avait au départ créé la Polestar 1, qui était une espèce de show car, une espèce de voiture hybride en fibre de carbone, qui était surtout fait pour démontrer qu'on était capable de faire des voitures. Nombre limité, bien sûr, un véhicule qui se vendait près de 200 000 C'était vraiment une vitrine de démonstration. On a par la suite produit la Polestar 2. Vous remarquerez la poésie dans le nom des modèles, là, évidemment. Mais bon, la Polestar 2, c'est une berline électrique, 100% électrique, qui se compare un peu en format, disons, à une Mustang Mach-E ou à quelque chose du genre. Euh, un bon véhicule, vraiment un véhicule très agréable, un véhicule qu'on voit de plus en plus sur nos routes, un véhicule qui a connu un certain succès, notamment parce que les inventaires étaient abondants au moment où les autres avaient un peu plus de difficultés. Donc, et parce que écoutez, c'est une berline qui va bien, la finition est là. Les matériaux intérieurs sont peut-être un peu particuliers dans le cas de la Polestar 2, parce que vraiment, on a pris ça avec des matériaux, disons, durables, mais aussitôt qu'on les accroche, on laisse une marque, ça paraît. C'est peut-être pas aussi intéressant qu'on l'aurait souhaité, mais bon, c'est quand même plutôt bien réussi. Au niveau de la conduite, rien à dire, une version 2 ou 4 roues motrices. Euh, de ce point de vue-là, la Polestar 2, c'est assez une réussite et ça mérite le détour. Là, on arrive avec la Polestar 3, qui est le premier VUS de la compagnie Polestar. Un véhicule qui est beaucoup plus imposant en termes de grosseur, en termes de poids aussi. On parle de plus de 5600 livres, c'est énorme. Et un véhicule qui est beaucoup plus imposant en termes de prix. Alors que la Polestar 2 est aux alentours de 65 000 la Polestar 3, elle, part à 97 000 la différence est énorme. Évidemment, on est dans un autre type de véhicule. Je vous le dis, il faut aimer le genre, mais moi, j'adore le style. Je trouve que la silhouette, elle est tellement bien réussie. Euh, on n'est pas loin de Volvo. Là. Écoutez, Polestar, ça a été créé par Volvo. Ça n'appartient plus vraiment à Volvo, mais c'est Geely, la compagnie mère. Donc, on ressent encore l'héritage de Volvo à ce niveau-là. Et honnêtement, je trouve que c'est très, très bien réussi. Les phares sont un peu une interprétation plus moderne, je vous dirais, du marteau de Thor de Volvo. La calandre avant, ben, qui est réduite à rien. Là. Le capot plongeant, c'est magnifique. On a même une espèce de petit aileron avant pour laisser passer l'air de façon à créer un contexte aérodynamique parce que oui, on veut avoir un véhicule qui est beaucoup plus sportif. D'autant que dans mon cas, je faisais l'essai de la version performance, qui est la version la plus puissante. Écoutez, 510 chevaux quand même, c'est quelque chose d'assez imposant
pour ce véhicule-là. Batterie de 111 kWh, évidemment, autonomie, parce que, bon, rouage intégral oblige, autonomie de 449 km annoncée, 507 si vous prenez la version à seulement 2 roues motrices, qui n'est pas la performance. Écoutez, c'est vrai et c'est pas vrai. Et ça, c'est un peu particulier parce que quand moi, j'ai conduit la Polestar 3, je l'ai conduite, entre autres, sur autoroute et j'ai fait Montréal-Québec ou à peu près. Et j'ai vraiment, là, écoutez, je suis parti avec 420 km d'affichés, puis j'en ai pas fait plus de 300. J'ai été obligé de recharger. Recharge qui a relativement bien été, je dois le dire, mais n'empêche que vraiment, on était loin du total attendu. En revanche, j'ai fait d'autres éléments, d'autres parcours par la suite. Et là, j'ai été très étonné parce que je suis parti de la maison, j'ai fait un aller-retour Montréal, qui est peut-être 150 km ou à peu près, peut-être un peu plus. J'ai fait un aller-retour vers Sorel, où c'est un peu plus encore une fois que ça. Et avec ces 2 allers-retours sur une seule charge, il me restait quand même 40 de recharge. J'ai roulé avec la voiture et j'ai finalement réalisé 460 km sans pour autant faire plus attention que la première fois, sans pour autant parcourir plus de chemin. J'étais, oui, peut-être moins sur autoroute, mais j'étais sur des routes de campagne à 90 km/h. Alors, honnêtement, c'est une autonomie assez variable dans les 2 cas. Je pourrais pas vous dire laquelle est la plus juste. Bien sûr, j'ai apprécié le fait d'avoir un peu plus de 450 et de le faire. Ça m'a un peu déboussolé de ne pas le faire sur autoroute. Mais dans l'ensemble, de ce point de vue-là, on ne peut pas rien dire. Là. La voiture, elle a fait son travail et c'était tout à fait agréable. Euh, le bémol de ce véhicule-là, cependant, et là, ben, ceux qui me connaissent vont savoir ce que je veux dire, c'est le système d'infodivertissement. Écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que du côté de Polestar, un peu comme du côté de Volvo, on a décidé que des boutons, ça n'existait plus. En tout cas, qu'on en voulait le moins possible. Alors, on a un vaste écran central, un peu comme on l'a du côté de chez Tesla ou ailleurs. On a un petit écran de visualisation en haut du volant. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque Volvo n'a même pas ça dans le EX30. Ce petit écran-là est assez précis, nous permet d'y afficher notamment la navigation, donc on est capable de s'y retrouver aisément. Sincèrement, rien à redire. Au niveau du look, c'est magnifique. Même chose au niveau de l'écran central, qui est super précis, qui est très complet, tout est beau, mais il n'y a pas de bouton. Il n'y a qu'un seul bouton, en fait, c'est une espèce de grosse molette qui est au centre de la console, qui, elle, sert à jouer avec le volume ou à faire des pauses, entre autres, sur la musique qui joue. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Euh, et le reste, ben, ça passe tout au complet par l'écran central. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Là. Ça veut dire que si vous voulez ouvrir votre coffre arrière, ouvrir votre coffre à gants, si vous voulez placer vos rétroviseurs, toutes ces commandes-là passent directement par l'écran central. Donc, vous devez aller sélectionner des trucs. Je vous donne un exemple. Le chemin pour aller régler, par exemple, les rétroviseurs, c'est d'appuyer sur le petit logo auto. Par la suite, vous allez dans Réglages. Dans Réglages, vous allez dans Rétroviseur et volant. Et là, vous allez dans Rétroviseur gauche. Et là, il y a des flèches qui s'illuminent sur le volant qui vous permettent de contrôler votre rétroviseur à gauche. Oui, je vais avoir l'air un peu nono en disant ça, mais ça m'a quand même pris 3 jours réaliser que mon volant était aussi télescopique parce que j'avais trouvé comment le déplacer de haut en bas, mais la version pour télescopique ne semblait pas fonctionner. Finalement, j'ai fini par trouver comment. Donc, c'est arrivé. Alors, c'est un peu complexe. Vous me dites oui, mais quand on est propriétaire de la voiture, c'est facile. On est à l'intérieur, on l'a fait une fois, on n'est pas obligé de changer les réglages. Peut-être, mais n'empêche que c'est complexe et c'est complexe comme ça pour beaucoup de fonctions. Donc ça, c'est ce qui m'a un petit peu refroidi au niveau de la Polestar 3. Mais pour le reste, beaucoup de belles qualités, une conduite extrêmement dynamique, super agréable, que moi j'ai adoré, entre autres. Euh, donc, honnêtement, c'est un véhicule qui a sa place parmi les véhicules de luxe, même s'il est un peu dispendieux, on va le dire. Euh, j'ai beaucoup aimé sa conduite, je le répète. C'est parce que malgré le poids, on ne ressent pas autant qu'on le pense cet élément-là.
Au contraire, je pense qu'on est vraiment dans un véhicule très dynamique, très agréable. Mais bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, la consommation reste à revoir et les commandes, notamment au niveau de la fameuse tablette, là, c'est un peu compliqué. Un autre détail dont je dois vous parler, euh, c'est la petite carte. Il me manquait probablement un porte-clés, j'imagine. Parce que quand on m'a prêté la voiture, j'avais une carte qui est comme une carte de crédit, un peu à l'image de ce que Tesla propose et que d'autres proposent. Ah, moi, je croyais qu'il suffisait d'avoir cette carte-là dans mes poches pour être en mesure de manipuler les commandes. Pas du tout. Il fallait vraiment que j'appuie la carte sur la portière pour être capable de l'ouvrir. Il fallait même que je place la carte au bon endroit dans le tableau de bord pour que la voiture démarre. Il n'y a pas de bouton de démarrage à proprement parler, mais il fallait quand même que je le place dans cet endroit-là pour que la voiture s'allume, si vous voulez. Alors ça m'a un petit peu dérangé aussi parce que je m'attendais à quelque chose de plus simple, mais là-dessus, je vous le dis, je mets un bémol. C'est probablement parce que je n'avais pas tout l'équipement en main. Je vous rappelle que moi, c'est une voiture de presse que je sais, donc elle n'est pas à moi. Probablement qu'on ne m'a pas tout fourni. Et un dernier détail, parce qu'évidemment, on n'a pas le choix de le dire, quand c'est fait par Volvo, une des choses qui est particulièrement intéressante, c'est dans l'habitacle, la qualité de finition, le confort des sièges et dans le cas de la voiture qui me préoccupe, la qualité du système audio. Bauer Wilkins, 25 haut-parleurs. Écoutez, même moi, je trouvais que mon podcast sonnait bien quand je l'ai écouté. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Mais écoutez, on parle d'un véhicule qui vaut près de 110 000 avec les options que je viens de vous mentionner. C'est évidemment un peu dispendieux, euh, mais c'est vraiment, vraiment un véhicule qui a sa place, qui est magnifique, qui est superbe. Et ben, la prochaine étape, ce sera d'essayer la Polestar 4, qui, elle, est une berline à ion un peu particulière parce qu'elle n'a pas de vitre arrière. C'est une caméra. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Je vous ai promis qu'après les essais, je vous parlerai de Lexus et de son 35e anniversaire. Effectivement, c'est un événement auquel j'ai eu l'occasion de participer il y a quelque temps déjà. Euh, Pourquoi je vous en parle? Parce que Lexus au Canada, c'est très important. En fait, parce que le Canada est très important pour Lexus. C'est particulier, je ne pensais pas que c'était aussi intimement lié, mais j'ai été étonné d'apprendre, par exemple, que Lexus, au moment de son arrivée au pays, ben, n'avait qu'une seule année d'existence. Donc, on est littéralement parmi les premiers marchés de la marque. Première année, on a vendu deux modèles, la LS, qui est la grosse berline de luxe, et la ES, qui était une espèce de Camry endimanchée. Le succès n'était pas nécessairement au rendez-vous. On parle de 600, à peu près 600 unités vendues la première année. Pas nécessairement un très, très grand succès. Ça a rapidement, cependant, augmenté puisque au fil des années, on a bien sûr augmenté le nombre de modèles. On a aussi eu un partenariat direct, c'est la compagnie sœur de Toyota. Donc, on a utilisé les installations de fabrication de Toyota pour être en mesure de fabriquer des Lexus. On est donc devenu la première usine Lexus à l'extérieur du Japon. Une usine qui, depuis ce temps-là, remporte prix après prix et est qualifiée parmi les meilleure ou la meilleure ou l'une des deux meilleures au monde, toutes marques confondues. Donc, c'est quand même exceptionnel. Ça veut aussi dire que nos techniciens canadiens sont régulièrement appelés à aller directement au Japon ou dans d'autres usines pour partager leur expertise et même pour donner des conseils sur le design des véhicules, puisque comme c'est eux qui les assemblent, ils connaissent bien les différentes méthodes et évidemment, à ce moment-là, peuvent se permettre là, de donner des conseils et des recommandations. Une fois ça dit, on a aussi d'autres premières qui ont été faites ici. C'est chez nous, entre autres, qu'on a fait le premier VUS hybride, le premier V8 hybride. C'est donc au Canada. Rappelez-vous, c'est chez nous qu'on a fabriqué le RX, fameux multisegment, premier multisegment, je vous dirais pas mal, au niveau de toutes les marques d'ailleurs, où depuis c'est devenu la norme d'utiliser, si vous voulez, une structure de voiture pour en faire une espèce d'utilitaire. Donc, c'est ça un multisegment. Mais le RX est le premier à avoir fait ça. RX qui est toujours fabriqué d'ailleurs au Canada, à l'exception de la version hybride branchable qui, elle, provient du Japon. C'est quand même important, comme vous le voyez, tout ce qui s'est passé du côté de chez Lexus au Canada. Ça se traduit aussi dans les ventes, puisque depuis le mois de janvier, Lexus est la compagnie numéro 1 en termes de vente de voitures de luxe au Canada.
c'est pas rien non plus. Et au moment où nous, on est allés dans Charlevoix pour participer à cet événement-là, on nous a fait essayer la gamme de VUS. Bon, j'avais déjà essayé le UX, le NX, qui sont les deux plus petits. Le RX, je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est fabriqué au Canada, le NX aussi en passant, que j'avais aussi déjà conduit, mais on a pu conduire le GX et le LX, les deux plus grands formats de la famille. Euh, on le fait sur la route, on le fait hors route, on nous avait aménagé un petit sentier hors route. Dans les deux cas, écoutez, ce sont des véhicules d'exception, des véhicules qui sont super bien équipés de rouages, 4 roues motrices, avec tous les systèmes de réglage que vous pouvez imaginer, l'aide en descente et bon, les différentiels que l'on peut verrouiller. Bref, on n'a pas pu, dans les petites conditions qu'on avait, exploiter le quart des capacités de ces deux véhicules-là, même pas en termes de dimension, mais c'était quand même très agréable de pouvoir les tester et les essayer. Mais le clou, je pense, ça a été l'essai du RX 2005. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi? Ben parce que on voulait nous montrer en fait que ces véhicules-là ont quand même une certaine durabilité et une fiabilité. Donc, on nous a amené un 2005 qui était d'une rigidité incroyable, avec 168 000 km, peut-être plus même, 212 000 km, excusez, quelque chose comme ça. C'était vraiment un véhicule qui a été super rigide, qui se tenait très bien sur la route, qui n'avait pas de craquement, qui n'avait rien de particulier, à part peut-être une couleur bleu pâle, pas du plus bel effet, et des boiseries intérieures qui avaient peut-être un peu mal vieilli là, en termes de couleur, mais pour le reste, sincèrement, c'est un véhicule qui était d'une grande stabilité. Bien sûr, on a pu se rendre compte que ça a beaucoup évolué depuis, tant du côté des suspensions de la conduite que des accessoires, parce que, bon, on était dans la région de Charlevoix, dans Baie-Saint-Paul notamment, et on nous avait donné des parcours à suivre. Le problème, c'est que comme il n'y avait ni Bluetooth, ni écran, évidemment, euh, on avait tout ça sur nos cellulaires et il fallait que notre copilote nous guide parce que c'était impossible de jumeler notre téléphone avec le véhicule. Mais que voulez-vous, ça fait partie des plaisirs de la vie. Bref, un véhicule honnêtement super spectaculaire, mais surtout un anniversaire intéressant. Et ce n'était que le premier volet, parce qu'au cours de l'année, Lexus va célébrer 3 fois son anniversaire. On le fait dans ce cas-ci et on a accès ça, bien sûr, sur l'histoire et les origines. Il y aura une deuxième version dans la région de Toronto où là, il devrait être question du présent. Alors, j'imagine qu'on va nous parler de fabrication et de ce qui vient avec. Et il y aura un troisième volet, un troisième chapitre donc à l'histoire de Lexus. Et là, ben, ce sera le futur, probablement question d'électrification et de tout ce qui vient avec. Donc, évidemment, on va vous tenir au courant tout au long de l'année, mais sachez-le, moi, j'ai été très étonné, entre autres, de savoir à quel point que le Canada était important pour Lexus. On est d'ailleurs le 4e plus gros marché pour Lexus au monde, ce qui n'est pas rien. Dans les autres compagnies qui ont fait des choses intéressantes, ben, je me suis rendu la semaine dernière voir le Honda Zero. Le Honda Zero, c'est quoi? C'est un prototype qui avait été présenté par Honda au Consumer Electronics Show. Le Honda Zero, c'est un prototype de voiture électrique. On ne connaît pas les normes, la mécanique et tout ce qui vient avec, mais on s'est quand même adressé à Maxime Caron, qui est le représentant de Honda au Québec, pour qu'il nous explique un peu ce qu'était le Honda Zero et où on s'en allait avec ça. On l'écoute. Alors, on est avec Maxime Caron de Honda qui nous présente aujourd'hui le Honda Zero. Pourquoi Zero? En fait, parce que Honda, on a décidé de repartir d'une page blanche avec le concept de développement des nouvelles voitures électriques. Donc, partir de zéro avec aucun préjugé en tête, aucune idée préconçue en tête, pour arriver avec un véhicule qui va vraiment répondre aux attentes des clients pour le futur, puis un peu en dehors du cadre habituel dans lequel on est depuis des années dans l'industrie automobile. Est-ce que c'est de renier l'héritage que vous avez fait avec le Prologue jusqu'à maintenant, avec des trucs comme le Clarity ou autrement? Certainement pas. C'est une évolution. Honda Zero, c'est un prototype particulier avec un design particulier. Tu peux nous parler un peu du design? Oui, en fait, le concept du design a été établi à partir de 3 choses. Donc, le concept en anglais qui est thin, light and wise, donc mince, léger et intelligent. Intelligent, on en parle à toutes les sauces un peu dans l'automobile, mais celui-là va avoir une particularité vraiment d'avoir plus d'interaction avec le conducteur grâce à l'intelligence artificielle
grâce aussi à un système, un operational system, un système D'exploitation. d'exploitation, comme dans un ordinateur, qu'on a conçu entièrement chez Honda, qui se nomme Asimo, donc inspiré de notre petit robot que vous connaissez. Donc, à partir de là, ben, la voiture va interagir avec le conducteur, va anticiper, exemple, les destinations où vous voulez aller, les réglages que vous voulez avoir dans la voiture, le mode de conduite, etc. Maintenant aussi, TIN, pour qu'il soit plus mince. Donc, la technologie nous permet d'avoir des batteries qui sont beaucoup plus minces, permet d'avoir un véhicule qui est bas, mais quand même de conserver un habitacle spacieux. Alors ça, c'est vraiment remarquable dans ce véhicule-là. Puis Light, ben, on essaie d'avoir des looks qui sont un peu plus légers. Les véhicules électriques, en général, sont plus, une présence plus importante, disons. On essaye d'éliminer ça un peu, puis aussi de donner un comportement routier qui est, somme toute, qui inspire une certaine légèreté en termes de tenue de route, là, comme la plupart des véhicules Honda en termes d'impression dynamique. Donc, beaucoup d'efforts vont être faits à ce niveau-là pour pas qu'on ait, quand on conduit un véhicule électrique, bien, souvent, c'est des voitures très lourdes avec un comportement routier là, qui ne donne pas l'impression d'être très agile. Ça va être différent. Le look est particulier. Oui, il a toutes sortes de qualités, mais il est quand même unique. Jusqu'à quel point le véhicule qu'on va avoir sur nos routes va ressembler à ça? Bon, bien écoutez, je suis content de poser la question parce qu'au niveau du design, ça va ressembler beaucoup à ça. C'est très, très près des véhicules de production. Ce véhicule-là va arriver sur le marché nord-américain en 2026, probablement en mi-année, donc c'est très rapide. Puis chez Honda, souvent, on fait des prototypes. On commence par regarder le modèle de production, puis après ça, bien, on développe des prototypes qui s'affirment ou près qu'on arrive de la production, mais donc assez près de ce qui va être disponible chez les concessionnaires. Et en terminant, évidemment, je sais que je n'aurai pas de réponse, mais il faut quand même que je pose la question. Est-ce qu'on peut parler des composantes plus mécaniques et des spécifications plus techniques? Bien, pour l'instant, non, évidemment. Mais vous savez, quand Honda, on prend notre temps pour faire des conceptions, habituellement, on arrive avec quelque chose au niveau qui est extrêmement compétitif puis très avancé. Donc, je vous laisse là-dessus. On vous rappelle que le Honda Zero, la version VUS, va être disponible à peu près au milieu de 2026. Il y aura cependant une autre version, une version Saloon, donc une berline, en fait, qui, elle, devrait arriver à peu près à la même année. Oui, dans la même année, en 2026, un petit peu plus tard. Ouais. Bien, merci beaucoup, Maxime. Bienvenue. Évidemment, on vous en reparlera aussi quand on aura plus de détails sur ce Honda Zero, que ce soit le VUS qu'on a vu ou le Saloon qui, lui, va arriver un peu plus tard en 2026. Allez voir les photos sur la page Facebook de Gotcha Podcast. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Écoutez, les avis sont partagés. Moi, je vous dirais que pour la partie arrière, le jury délibère encore, mais les gens en ont beaucoup parlé. Alors, faites-nous vos commentaires. Je suis très curieux de les avoir. On ne pouvait pas vous laisser aller sans au moins une petite nouvelle particulière et qui concerne Tesla. Et pas question ici là, d'implication politique de la part de M. Musk et de Tesla, ça n'a rien à voir. En fait, c'est Tesla qui s'est pris pour le Coyote. Vous connaissez, en tout cas les plus vieux vont se rappeler du Coyote et du Roadrunner. Le Coyote essayait désespérément d'attraper le Roadrunner et pour lui tendre un piège, avait tendance à dessiner sur un mur comme si la route continuait ou comme s'il y avait un tunnel, en espérant que le Roadrunner était pour se fracasser contre le mur. Eh bien, malheureusement pour lui, le Roadrunner réussissait toujours à passer au travers, mais le pauvre Coyote, lui, essayait et se heurtait violemment au mur. Bien, écoutez, c'est un peu ce que la Tesla a fait. C'est un YouTuber qui a essayé ça. Il s'appelle Mark Rober. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, faites Tesla et Coyote, vous allez tomber là-dessus directement. C'est une Tesla Model Y, en fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu utiliser le système autopilote de différents véhicules, notamment des véhicules qui utilisent le LIDAR. Le LIDAR, c'est une espèce de caméra d'ultrason ou de laser. En tout cas, bref, c'est plus des radars sophistiqués. Alors que Tesla a décidé, lui, qu'il abandonnait cet élément-là de LIDAR pour se consacrer uniquement à des caméras. Donc, le système d'autopilote de Tesla est maintenant dirigé strictement par les caméras, alors que, dans le cas du YouTuber, il a essayé avec les Volvo, notamment, et avec des Mercedes, pour voir si c'était pour fonctionner. Le Lexus RX aussi utilise un capteur LIDAR.
Dans le cas du Lexus, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que le YouTuber a vraiment fait une grande photo sur un mur et a fait comme si la route se continuait, mais en fait, c'était une photo sur un mur. Le Lexus a complètement évité le piège avec le lidar. Il a reconnu le mur et a pu éviter toute collision. Dans le cas de la Tesla, elle est littéralement rentrée dans le mur. Elle s'est fracassée contre le mur directement et n'a même pas ralenti. Comme quoi, finalement, le Coyote, c'est peut-être la Tesla Model Y et qu'on devrait peut-être repenser du côté de chez Tesla à revenir avec le fameux lidar. Je pense en tout cas que ce serait une bonne chose. Toujours Tesla, écoutez, les temps sont un peu difficiles. Encore une fois, je ne parlerai pas de politique, mais je vais vous parler de Cybertruck, puisqu'on vient de rappeler la totalité des Cybertrucks vendus, parce qu'il y a 151 personnes qui ont déposé des réclamations contre Tesla. C'est pas une bonne idée, évidemment. L'idée, c'était parce que les panneaux, les adhésifs de panneaux en stainless steel, en acier inoxydable, ne tiennent pas et tombent. Donc, on est obligé de faire un rappel. Il semble qu'aussitôt qu'il fait un peu froid, l'adhésif se défait parce que ce n'est pas soudé, ce n'est que collé. Et à ce moment-là, les panneaux tombent. Donc, on a fait un rappel des Cybertruck aux États-Unis, la totalité, pour être capable de réparer tout ça. On verra ce que ça va donner au Canada. On avait arrêté les livraisons des Cybertruck aux États-Unis, mais on ne l'avait pas arrêté au Canada. Donc, on va voir pour la suite des événements. En terminant, je dois vous parler de quelque chose qui est un peu différent. C'est un podcast-ton. C'est en fait un podcaston que ça s'appelle. Vous pouvez aller voir sur le site podcaston.org. C'était toute la semaine, ça se déroulait partout au monde, plus de 1500 podcasts à travers le monde qui ont décidé de consacrer une partie de leur émission à une association caritative qui nous tient à cœur en particulier et qui intervient généralement dans le domaine dans lequel le podcast se situe. Dans notre cas, bien entendu, c'est pas une vraie association caritative dont je vais vous parler, et je sais que vous le connaissez tous, mais je tiens quand même à souligner l'effort qui est fait par des organismes comme Opération Nez Rouge. Vous allez me dire, c'est pas du tout le temps, c'est dans le temps des fêtes, c'est exact, mais rappelez-vous que tout au long de l'année, il y a des bénévoles qui travaillent pour ce type d'organisation-là. Ce sont des bénévoles qui sont là pour travailler pour des organisations locales. Et ça, on l'oublie trop souvent. On voit l'organisation nationale, on en entend parler, mais dans le temps des fêtes, les sous qui sont ramassés sont versés aux organisations locales. Ça dépend des endroits. Chez nous, ça a été longtemps le club de natation. À d'autres moments, c'est la maison des jeunes qui ramasse les bénéfices. Donc, dans chacune des régions, Opération Nez Rouge a un mandat précis, c'est de vous empêcher de conduire quand vous avez trop bu. C'est un truc de bénévole qui ne coûte rien, vous donnez ce que vous voulez. Ce n'est pas cependant le seul. Il existe des organismes du même genre qui font ça à l'année un peu partout au Québec. Renseignez-vous, soyez prudents et on vous le dit, soulignez le travail de ces bénévoles qui travaillent pour votre sécurité, pour éviter que la route ne devienne dangereuse. Je pense que ça vaut la peine d'être encouragé. Met fin à ce nouvel épisode de Gotchard. On s'excuse encore d'avoir tardé. On s'excuse que ce soit un épisode en solo. C'est un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. On espère que ça vous a quand même plu. On vous invite quand même à venir vous abonner sur Spotify ou sur toutes les plateformes, à nous laisser des commentaires, à nous laisser des jugements 5 étoiles. Ça nous fait vraiment du bien à l'ego, bien entendu, mais surtout au classement quand on est sur ces sites-là. Vous pouvez aussi vous abonner à Gotchard Podcast sur la page Facebook. On essaie de partager occasionnellement des nouvelles et différentes photos quand on est en événement, notamment. Et si vous avez des questions, mais ne vous gênez pas, posez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.